J'ai récemment lu un livre intitulé « Just Keep Buying », continuez à acheter, et cela m'a fait réaliser 4 grandes erreurs que je faisais avec mon argent dans la vingtaine. Erreur numéro 1, se concentrer trop sur l'épargne. Permettez-moi de vous poser une question. Lequel de ces 2 hommes, pensez-vous, brûle le plus de calories dans une journée? Je sais que cette vidéo concerne les finances, mais tout va bientôt s'éclaircir. Donc, restez avec moi s'il vous plaît. L'homme à gauche est membre de la tribu Hadza, vivant dans la savane en Tanzanie. Et l'homme à droite vit dans une grande ville et passe la plupart de ses journées assis au bureau ou à la maison derrière l'ordinateur. Cependant, un membre de la tribu Hadza est un chasseur-cueilleur, ce qui signifie qu'il doit bouger toute la journée juste pour se nourrir lui-même et sa famille. Vous pensez probablement que celui de gauche brûle plus de calories, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas vrai. Ils brûlent en fait tous les deux la même quantité de calories, malgré le fait que l'un soit très actif et l'autre non. Je sais que c'est difficile à croire, mais une étude scientifique a été menée chez les Hadza en 2012 pour le prouver. Pour comprendre pourquoi c'est le CEAS, vous devez d'abord comprendre comment votre corps utilise l'énergie. De 70 à 90% de l'énergie est utilisée simplement pour vous maintenir en vie. En d'autres termes, votre métabolisme et le processus de digestion des aliments sont les 2 principaux consommateurs d'énergie. En revanche, l'activité physique ne représente que 10 à 30% de la consommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle vous avez du mal à perdre du poids, malgré le fait que vous alliez à la salle de sport et restiez actif toute la journée. Maintenant, vous pourriez demander, d'accord, si les 2 hommes brûlent la même quantité de calories, alors comment se fait-il que les personnes vivant dans la tribu Hadza soient très minces et en super forme, alors que les personnes vivant dans la société civilisée et assises derrière des ordinateurs sont en surpoids? La réponse simple est qu'ils ne mangent tout simplement pas autant que la plupart d'entre nous. Pendant des années, on nous a dit que si vous voulez perdre du poids, vous devez faire de l'exercice et suivre un régime. Cependant, la recherche menée chez les Hadza prouve que l'exercice n'est pas un outil de perte de poids. C'est un bon outil pour un mode de vie sain, comme arrêter de fumer, mais ce n'est pas un outil de perte de poids. Votre régime alimentaire compte le plus. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela dans une vidéo sur les finances? Eh bien, tout comme il y a 2 idées conventionnelles pour la perte de poids, l'exercice et le régime alimentaire, il y a aussi 2 idées conventionnelles pour économiser plus d'argent, réduire les coûts et augmenter les revenus. Nous venons juste d'apprendre que pour perdre du poids, l'activité physique joue un rôle minime, donc nous devons nous concentrer sur le régime alimentaire. Et pour avoir plus d'argent, serait-il possible que l'une de ces 2 façons soit moins efficace, mais qu'on nous ait dit de nous concentrer dessus? La réponse est oui. Réduire les coûts n'est pas la solution, mais pourtant, il y a des tonnes d'articles et de livres à ce sujet. Il y a 2 problèmes principaux avec la réduction des coûts. Premier point, la réduction des coûts a un impact faible, tout comme l'exercice sur la perte de poids. Après tout, il y a seulement quelque chose que vous pouvez réduire. Lorsque vous commencez à aller à la salle de sport, vous perdez quelques kilos assez rapidement, mais ensuite ça stagne. Une chose similaire se produit avec la réduction des dépenses. Deuxième point, cela ne fonctionne pas du tout pour les personnes à faible revenu. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'emprunter à la fin du mois pour couvrir leurs dépenses jusqu'à ce que leur salaire arrive. Si vous gagnez 1 000 $ par mois, mais que vos dépenses sont de 1 100 $, franchement, où pouvez-vous réduire les coûts? Tout cela ne signifie pas que nous devons totalement ignorer la réduction des dépenses et ignorer les livres écrits à ce sujet. Non, réduisez les coûts là où vous le pouvez et surveillez régulièrement vos dépenses pour vous assurer de ne pas jeter de l'argent dans des choses inutiles comme des abonnements oubliés. Mais utilisez votre énergie principale pour augmenter vos dépenses. Bien sûr, augmenter vos revenus est beaucoup plus difficile que de réduire vos dépenses, mais c'est la façon la plus efficace. Erreur numéro 2, se concentrer trop sur l'investissement. L'auteur dit « Cela continuait d'être répété, comme garder vos frais bas, diversifier et investir pour le long terme. Donc, en tant que débutant, j'ai commencé à suivre ce conseil. Après tout, il venait d'investisseurs réputés,
comme Warren Buffett. Maintenant, ce conseil n'était pas incorrect, mais il m'a fait me concentrer sur les mauvaises choses. En tant qu'investisseur débutant, je n'avais que quelques milliers de dollars sur mon compte en banque. Malgré un très faible montant d'argent, j'ai passé des centaines d'heures à analyser mes décisions d'investissement, à faire des calculs dans Excel et à réfléchir à quel type d'allocation d'actifs je devrais avoir. Devrais-je investir 80% en actions et 20% en obligations ou vice-versa? Devrais-je investir dans le Bitcoin et l'immobilier? Malgré avoir trop analysé mes investissements, je n'ai jamais passé de temps à analyser mes revenus et mes dépenses. Je sortais régulièrement dîner avec des collègues et dépensais facilement 100 $ par soirée. Pensez à quel point ce comportement était stupide. Avec seulement 1000 $ d'actifs investissables, même un rendement annuel de 10% ne m'aurait rapporté que 100 $ en un an. Pourtant, je dépensais régulièrement cette même somme en une seule soirée de dîner en ne sortant tout simplement pas pendant une nuit. J'aurais pu gagner la même somme que les rendements d'investissement d'une année entière. Pouvez-vous voir à quel point mes priorités financières étaient déréglées? Maintenant, comparez cela à quelqu'un avec 10 millions de dollars d'actifs investissables. S'ils ne voyaient qu'une baisse de 10% de leur portefeuille, ils perdraient 1 million de dollars. Pensez-vous qu'ils pourraient économiser 1 million de dollars en un an? Très improbable, n'est-ce pas? C'est pourquoi quelqu'un avec 10 millions de dollars doit passer beaucoup plus de temps à réfléchir à ses choix d'investissement par rapport à quelqu'un qui n'a que 1000 $. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette comparaison, votre focus dépend de votre situation financière actuelle. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent investi, alors vous devriez vous concentrer sur l'épargne et l'augmentation de vos revenus. L'inverse est vrai si vous avez un portefeuille important. Pour le dire simplement, l'épargne est pour les pauvres et l'investissement est pour les riches. Voici une question que vous pourriez poser. Comment puis-je savoir si c'est le bon moment pour moi de me concentrer sur l'épargne ou l'investissement? Voici une manière simple. Tout d'abord, déterminez combien vous pouvez confortablement économiser dans l'année à venir. Par exemple, si vous prévoyez d'économiser 1000 $ par mois, alors vos économies prévues pour toute l'année devraient être de 12 $. Ensuite, déterminez combien vous attendez que vos investissements vous rapportent dans l'année à venir. Par exemple, si vous avez 10 000 $ investis et que vous prévoyez de réaliser un rendement de 10%, alors vos gains d'investissement prévus sont de 1000 $. Enfin, comparez ces deux chiffres et concentrez-vous sur celui qui est le plus élevé. Si vos économies prévues sont plus élevées, comme dans l'exemple que je viens de donner, alors vous devez vous concentrer davantage sur l'économie d'argent et l'ajouter à vos investissements. Cependant, si c'est l'inverse, alors vous devriez passer plus de temps à réfléchir à la manière d'investir ce que vous avez déjà. Si les chiffres sont dans une plage similaire, alors vous devriez vous concentrer sur les deux. La règle générale est que lorsque vous vieillissez, votre focus devrait passer de vos économies à vos investissements. Parce qu'à mesure que vous vieillissez, vous aurez plus d'argent investi. Et cela signifie que vos rendements des investissements dépasseront vos économies. Économiser compte beaucoup au début de la vie. Cependant, plus tard dans la vie, l'investissement domine. Erreur numéro 3. S'en tenir à un pourcentage fixe de taux d'épargne. Si vous commencez à rechercher quel est le bon montant d'argent que vous devriez économiser, vous trouverez rapidement des conseils tels que économisez 20% de votre revenu, 10% de votre revenu doivent aller à l'épargne, ou vous devriez avoir cette somme économisée à cet âge et cette somme économisée à cet âge. Il y a deux gros problèmes avec de tels conseils. Premièrement, cela suppose que les personnes de tous les niveaux de revenus ont la capacité d'épargner au même taux, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, aux États-Unis, les personnes qui se situent dans les 20% les plus bas économisent seulement 1%. En revanche, les personnes se situant dans les 20% les plus élevés économisent environ 24% de leur revenu annuel. Le deuxième problème est qu'il suppose que le revenu est relativement stable dans le temps, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, lorsque vous êtes célibataire, la stabilité de votre revenu dépend principalement de vous.
Mais une fois marié, ce n'est plus une personne seule. Vous, qui devez vous inquiéter de perdre un emploi, mais de 2 personnes. Cela signifie que le revenu devient plus instable lorsque vous passez d'un ménage à un seul revenu à un ménage de 2 personnes. De plus, vos revenus et vos dépenses fluctuent à différentes étapes de votre vie, ce qui rend très difficile de s'en tenir à un montant statique unique, comme 20. Par exemple, lorsque j'étais étudiant à l'université, je travaillais également dans une entreprise. Depuis que j'étais étudiant, je pouvais rester dans une chambre partagée en dortoir et manger à la cafétéria de l'université à moindre coût. Cela signifiait que je pouvais facilement économiser 50% de mes revenus. Cependant, une fois marié et installé dans un appartement, je ne pouvais économiser que 3% au maximum. Cela me faisait me sentir terriblement car je ne pouvais pas économiser autant qu'avant. Et c'est l'un des plus grands problèmes avec le fait de s'en tenir à un taux d'épargne fixe. Si la vie est dynamique, pourquoi le taux d'épargne devrait-il être statique? C'est pourquoi le meilleur conseil en matière d'épargne est d'économiser ce que vous pouvez. Si vous êtes célibataire et pouvez économiser 40%, alors économisez 40%. Si vous êtes marié et avez des enfants et ne pouvez économiser que 2%, alors économisez 2%. Si vous suivez ce conseil, vous vivrez beaucoup moins de stress et beaucoup plus de bonheur global. En général, l'argent est un sujet stressant pour beaucoup de gens. Et l'un des stress financiers les plus courants est de savoir si je peux économiser suffisamment ou non. Donc, la leçon numéro 3 est d'économiser ce que vous pouvez. Et si vous souhaitez savoir combien vous devriez économiser en ce moment dans votre vie, alors déduisez simplement les dépenses totales des revenus totaux, puis ce qu'il reste est votre épargne. Erreur numéro 4. Dépenser mon argent de la mauvaise manière. Il y a 2 extrêmes quand il s'agit de dépenser de l'argent. Un groupe de personnes dépense de l'argent sans culpabilité et ne regarde jamais le prix. Un autre groupe, en revanche, se sent coupable et anxieux pour presque chaque achat qu'ils font. Ils essaient d'utiliser chaque astuce pour réduire les coûts sur tout ce qu'ils achètent. Aucun de ces 6 extrêmes n'est bon. Cependant, aujourd'hui, de nombreux conseillers financiers favorisent le 2e groupe et vous obligent à remettre en question tout ce que vous achetez. Ils vous font culpabiliser pour tout ce que vous achetez. Vous achetez un café latte et ensuite vous le regrettez, alors vous commencez à douter de tout ce que vous achetez et cela crée de l'anxiété autour des dépenses. Ce n'est pas une façon de vivre votre vie. Oui, l'argent est important, mais cela ne devrait pas vous alarmer à chaque fois que vous voyez une étiquette de prix. L'auteur propose 2 conseils qui vous permettront de dépenser sans vous sentir coupable. Le premier conseil est la règle du doublement. Selon cette règle, chaque fois que vous voulez vous faire plaisir avec quelque chose, vous devez prendre la même somme d'argent et l'investir également. L'auteur dit que cette règle fonctionne car elle élimine la culpabilité psychologique associée aux achats puisque vous faites également un investissement de la même taille. Cette règle vous aide également à réévaluer l'achat car vous allez économiser le double du montant, la moitié pour l'achat lui-même et la moitié pour l'investissement. Le deuxième conseil est de dépenser de l'argent pour les choses qui maximisent votre épanouissement à long terme. La partie la plus difficile du processus est de déterminer ce que vous voulez vraiment dans la vie et ce qui augmente votre épanouissement. Par exemple, si acheter des lattes tous les jours augmente votre productivité et vous fait vous sentir bien, alors selon l'auteur, vous devriez le faire. Personnellement, de nos jours, j'achète du café presque tous les jours chez Starbucks. Je me sentais super coupable de dépenser 5 $ pour un café. Pendant un certain temps, j'ai même arrêté d'aller chez Starbucks, mais j'ai vite réalisé que c'était une erreur. Premièrement, je suis très distrait si je travaille à la maison. Je suis plus productif si je travaille chez Starbucks. Starbucks remplace également le besoin pour moi de louer un bureau, car chaque fois que j'achète du café, j'y travaille pendant au moins 4 heures. Donc pour moi, acheter du café chez Starbucks m'aide à être productif et augmente mon épanouissement. Pour vous, cela pourrait être autre chose que vous pouvez facilement justifier le coût. Bien sûr, nous pouvons tous utiliser de fausses justifications pour convaincre les autres, mais nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Au fond de vous,
vous saurez quand le coût n'est pas justifié. Cela peut sembler cliché, mais la meilleure méthode de dépense est celle qui vous convient personnellement. Vous devez prendre le temps d'analyser vos dépenses pour savoir lesquelles augmentent votre bonheur et lesquelles ne le font pas. Les recherches montrent que dépenser de l'argent de la manière suivante est la plus susceptible d'augmenter votre bonheur global. Acheter des expériences, vous faire plaisir de temps en temps, acheter du temps supplémentaire, payer à l'avance comme des vacances tout compris, dépenser pour les autres, etc. Un dernier conseil sur les dépenses, qui est très similaire à celui que nous venons de discuter, vient de l'un de mes auteurs préférés, Ramit Sethi. Son conseil est de dépenser avec extravagance pour les choses que vous aimez et de réduire impitoyablement les coûts pour les choses que vous n'aimez pas. Pour moi personnellement, c'est la meilleure façon. C'est le meilleur conseil en matière de dépenses que j'ai jamais reçu et je l'utilise encore aujourd'hui. D'accord, pour résumer rapidement tout ce que nous venons de discuter dans cette vidéo. Numéro 1, si vous voulez avoir plus d'argent, concentrez-vous sur gagner plus plutôt que de réduire les coûts. Les deux sont des moyens valides d'avoir plus d'argent, mais augmenter vos revenus est beaucoup plus efficace. Numéro 2. Si vous avez peu d'argent à investir, il vaut mieux se concentrer sur l'épargne et l'augmentation de vos revenus plutôt que de suranalyser vos investissements et de poursuivre des opportunités qui vous donnent un rendement légèrement plus élevé. Numéro 3. La vie est dynamique et le taux d'épargne devrait l'être aussi. Si vous pouvez économiser davantage, vous devriez économiser davantage. Sinon, vous ne devriez pas. Ne vous enlisez pas avec des taux d'épargne fixes comme 10% ou 20%. Numéro 4. La meilleure méthode de dépense est celle qui vous convient. Découvrez ce qui vous rend heureux et dépensez davantage pour cela, et réduisez les coûts sur d'autres choses qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je pense que vous apprécierez également le résumé d'un livre appelé « The Automatic Millionaire ». Vous le voyez probablement à l'écran maintenant. Merci de regarder.